Chers amis, bonsoir. Je suis heureux d'accueillir Pierre Vermeuren. Nous avons présenté trois de ses livres dans Royaliste, notamment l'un qui concernait l'histoire religieuse de la colonisation française, un autre qui concernait les questions relatives à l'islam en France, et puis le troisième que nous avons présenté avant les vacances, l'impasse de la métropolisation, que monsieur le professeur va bien vouloir nous présenter, et ensuite nous engagerons la discussion avec vous. Je vous en prie. Merci beaucoup, M. Nouvin. Merci pour votre accueil. Donc, je dis bonjour à ceux que je vois à travers cette caméra aussi. Je vais vous parler à peu près 40 minutes, c'est ça, on a dit. Parfois, je suis plus bavard, mais j'ai prévu quelque chose d'assez court parce que, d'abord, c'est un livre court, enfin bref, que je ne vais pas vous raconter, parce que d'abord, je n'aime pas répéter ce que j'ai fait, donc je vais faire une dissertation libre à propos de ce livre et de cette question, puisque je l'ai intitulé « L'impasse de la métropolisation ». Ça a été publié chez Gallimard dans la collection Le Débat, à la demande de Marcel Gaucher notamment, qui était, vous savez, qui a transformé sa revue en collection éditoriale. Alors, pourquoi je m'intéresse à ce sujet? Puisque, officiellement, je suis professeur à Paris 1 en spécialité Afrique du Nord, monde, société arabo-berbère contemporaine, aux questions auxquelles je consacre l'essentiel de mes ouvrages et qui m'ont donné l'occasion notamment de parler dans les médias au moment des printemps arabes, au début des années 2010, avec beaucoup d'attention du public français et surtout d'ailleurs des journalistes et des intellectuels et des personnes que je pouvais rencontrer dans les médias. Et puis quand la crise des Gilets jaunes a éclaté en novembre 2018, qui pour moi avait certains traits de parenté, notamment dans cette espèce il y a un caractère d'émeute, mais il y a un caractère de soulèvement, il y a un caractère... alors, est-ce que c'était des révolutions ou pas? Est-ce que c'était des mouvements populaires ou pas? Est-ce que c'était des jacqueries? Toujours est-il que l'accueil qui était merveilleux pour les Gilets jaunes était merveilleux pour les printemps arabes, était beaucoup moins merveilleux, bien sûr, à Paris pour les Gilets jaunes. À l'inverse, dans le monde arabe, on s'enthousiasmait pour les Gilets jaunes. Bon, donc, j'ai trouvé ça amusant en tant que spécialiste de faire la jonction, mais sur le fond, c'était pas du tout amusant parce que ça révélait des souffrances et des crises sociales extrêmement fortes, extrêmement profondes. Et il se trouve que chez moi, j'entendais la compréhension d'un certain nombre de commentateurs, pour ne pas dire l'hostilité la plus extrême, et en même temps, ça m'a permis ça a été pour moi un moment de cristallisation sur ma connaissance de la France et de la société française, de choses que j'avais vues, que j'avais vécu, une expérience à la fois physique et humaine, et en même temps une expérience aussi en tant que professeur, parce que j'ai longtemps enseigné, notamment au Maroc, où j'ai habité à Rabat pendant plusieurs années, l'histoire et la géographie de notre pays. Alors, très vite au début de cette affaire de Gilets jaunes, sachant que j'habite à Bordeaux et que Bordeaux a été un des hauts lieux de cette contestation de grande ampleur, dès le mois de novembre-décembre 2018, j'ai publié un article dans le Figaro pour expliquer pourquoi la virulence de ce phénomène social, de cette contestation sociale, dans la ville qui était présentée par Alain Juppé et par tous les médias depuis plusieurs années comme le nec plus ultra de l'urbanité française et le plus grand succès qu'on pouvait imaginer dans la rénovation d'une ville endormie, etc., etc. Alors, j'ai fait cet article qui a éclairé manifestement un certain nombre de Parisiens, et notamment les patrons du débat, d'une part, mais aussi un éditeur d'histoire, Xavier Bartilla, qui dirige Talendier. Et donc, les deux, finalement, m'ont poussé, à chaque fois m'ont sollicité très vigoureusement en me demandant d'abord des articles plus développés pour la revue du débat, et puis le passage au livre pour
pour les éditions Talendier. Et c'est ainsi que j'ai d'abord écrit un livre à chaud, On a cassé la République, qui posait déjà ces questions de déstructuration sociale et territoriale de la société française, pour expliquer comment on en était arrivé à des mois d'émeutes et avec un tel impact dans la population, puisque ce sont des émeutes et des jacqueries et des mouvements sociaux qui ont obtenu l'écho de 70% des Français pendant au moins 3 mois. Bon. Donc, étant donné que s'il ne s'agit pas... Alors, j'avais sous-titré ce livre, donc La France qui déclasse, qui va être réédité d'ailleurs en janvier prochain, un peu complété. J'avais intitulé Une jacquerie au XXe siècle, et même au XXIe siècle, pardon. Une jacquerie française au XXIe siècle. C'était le sous-titre parce qu'en fait, ce mouvement des Gilets jaunes, c'était pas un parti, c'était pas une révolution, il n'y avait pas de programme révolutionnaire, il n'y avait pas d'organisation. C'est vraiment un jacquerie au sens une émeute, comme sous l'Ancien Régime, il n'y en avait pas eu de cette nature. On a connu des révolutions organisées en France, à Paris, tout au long du XIXe siècle, mais on n'avait jamais eu ce type d'émeute populaire, comme on disait sous l'Ancien Régime, mais de très grande ampleur, puisque d'ampleur nationale, et particulièrement forte dans ce qu'il était convenu d'appeler depuis cette époque la France périphérique. Donc pour moi, je n'ai pas commenté les mouvements sociaux, j'ai essayé d'expliquer dans quel contexte ces mouvements de très grande insatisfaction, davantage social et économique que politique, mais aussi, avaient pu être suscités, avaient pu être construits sans qu'on imagine, sans que les commentateurs, sans que les spécialistes, sans que les universitaires, qui avaient les yeux braqués sur un certain nombre de phénomènes, comme la banlieue par exemple, mais la banlieue n'a pas été concernée par ces événements. Donc quelle était cette France qui avait surgi de nulle part et partout à la fois, et qu'on n'avait pas vu venir, et comment les choses finalement, durant ces 40 dernières années, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à la fois dans La France qui déclasse, à la fois dans On a cassé la République, et à la fois maintenant avec une visée plus territoriale et focalisée sur les métropoles, comment on était arrivé à cette transformation à la fois de notre économie, de notre géographie et de notre société au fond. Alors, nous, en 40 ans, en réalité, depuis les années 80, on a assisté à sans que les hommes politiques le décident jamais ou le veuillent jamais, mais vous savez, l'histoire, elle se fait toujours dans leur dos, comment on a assisté à une nouvelle répartition des hommes, à une nouvelle répartition des activités et une nouvelle concentration de la production de richesses. Alors, pourquoi a-t-on été surpris? Pourquoi a-t-il fallu aller jusqu'à l'embrasement? Pourquoi a-t-on été aveugle sur ces transformations et leurs conséquences, c'est-à-dire une souffrance sociale à très grande échelle pour des millions de Français? Je pense que ça renvoie, si vous voulez, à l'attitude d'un certain nombre de corporations et à une forme de dédain, pour ne pas dire de mépris, envers cette nouvelle géographie. Vous vous rappelez qu'au début de la décennie, un géographe, Christophe Guilluy, avait évoqué déjà cette France périphérique et ses problèmes sociaux naissants. Et évidemment, un certain nombre de personnes, notamment parmi ses collègues, les géographes, le regardaient en expliquant que c'était un travail vraiment douteux et qui ne correspondait pas vraiment à la réalité. Donc je crois qu'il faut s'interroger, et je terminerai mon introduction par ce point, il faut s'interroger sur les origines intellectuelles de cette ignorance. Et parmi elles, il y a l'abandon de la géographie au sens où nous, on l'a connu en tant qu'élèves, avec des gens qui travaillent spécifiquement sur le territoire français, sur son organisation, sur la répartition des activités des hommes. Tout ça n'existe plus. On fait de la géographie humaine, on fait de la géographie de tel type d'activité humaine, on fait de la géographie mondialisée, on fait de la géographie de tout un tas de questions, mais la géographie, je ne parle même pas de la géographie physique, encore il y a toujours quelques scientifiques, mais la géographie en tant que science d'un territoire a fortiori national paraît comme quelque chose de dépassé. Or, bien sûr, une économie, elle continue d'avoir une organisation nationale, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un mouvement des Gilets jaunes en France et qu'il n'y en a pas eu en Allemagne, par exemple. Bon. Ensuite, je crois qu'on a péché, si je puis dire, parce qu'on a, là aussi, on l'a fait sans le voir et sans vouloir le voir, mais il y a eu quand même des décideurs.
on a abandonné l'économie de production. Et cette économie de production, elle n'a pas été abandonnée que par les milieux d'affaires, elle a été abandonnée par notre classe politique, qui a refusé de penser le problème de la production, en disant, bon, on va transférer toute cette pollution, toute cette industrie polluante dans les pays du tiers-monde, alors on va les appeler les pays en développement, mais ça n'est plus notre problème. Et puis les économistes eux-mêmes ont refusé de s'intéresser à cette économie de production. Et au fond, ça renvoie aussi, troisièmement, à l'abandon de toute une partie de pans entiers du territoire français, de la France hors métropole, et de ses annexes touristiques, je dirais, par les médias. Les médias se concentrent, vous regardez le journal de 20 heures, ou alors peut-être un peu moins depuis 2 ans, j'en sais rien, mais où se concentrent, où se promènent les caméras de France Télévisions et des grands médias, essentiellement dans les métropoles et dans leurs annexes touristiques. Un journaliste, pour savoir ce qui se passe dans le sud-ouest, il envoie une une caméra à Bordeaux et il revient en disant voilà ce qui se passe dans le sud-ouest. Sauf que Bordeaux, bien sûr, n'est pas le miroir du sud-ouest. Ça n'en est qu'une infime partie. Et beaucoup plus proche de Paris à certains égards que ne l'est la campagne du Médoc ou des régions alentours. En fait, la bourgeoisie, et ce sera un de mes axes importants, et c'est ce que j'ai voulu, la bourgeoisie française, ce qu'il est convenu d'appeler les cadres de nos jours dans notre société, à peu près 5 millions de cadres actifs en France, donc ça fait beaucoup de monde, se sont regroupés en réalité dans une douzaine de métropoles. Les 2 tiers des cadres sont regroupés dans une douzaine de grandes agglomérations et un tiers en Île-de-France. Et finalement, quand c'est quoi ces 12 métropoles? C'est même pas 5% du territoire. L'Île-de-France, c'est rien à l'échelle du territoire français. Et donc, si vous ajoutez Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Nice, etc., vous arrivez à 5% du territoire où sont concentrés les 2 tiers des cadres. Et c'est-à-dire qu'en creux, le vieux pays est abandonné par ses élites, ou en tout cas par une très grande partie des élites. Il reste encore un tiers de cadres, mais d'abord, ils sont, plus vous descendez dans l'échelle urbaine, moins il y en a, et deuxièmement, ce sont très souvent des cadres de la fonction publique, parce que l'État s'occupe encore un peu du territoire, mais pour les cadres du système productif, notamment dans le secteur tertiaire, les cadres, on ne produit pas des biens, on produit des capitaux ou des revenus. Bon. Alors, en 3 temps, d'abord, je vais commencer par parler du changement, parce que pour moi, il est crucial, il est fondamental, et c'est lui qui va entraîner tout le reste. C'est le changement d'abord du modèle économique français. Dans un deuxième temps, la nouvelle géographie sociale de la France. Et enfin, le modèle métropolitain et ses impasses. Tout ça étant intrinsèquement lié, et je vous fais une lecture à la fois brève et schématique et un peu orientée de ce que vous trouverez dans ce livre, avec évidemment beaucoup plus d'exemples, beaucoup de chiffres. On m'a dit souvent qu'une des qualités de ce livre, c'est de s'appuyer sur des données chiffrées, mais là, comme on est oralement pendant une demi-heure, je ne vais pas vous assommer. Alors, le changement du modèle économique français, c'est d'abord, il faut partir de l'existant, c'est-à-dire l'ancienne géographie économique de la France, telle qu'elle est héritée des siècles passés et notamment du 19e siècle. Je dirais, il y avait 3 caractéristiques fondamentales dans cette économie française qui n'est plus, mais qui était encore celle quand on est né et même dans notre jeunesse. Je parle au moins aux plus âgés, parce que les plus jeunes, évidemment, ça avait déjà changé. Alors, premièrement, c'était une économie de production, la France. C'est une économie de production, principalement. On ne va pas remonter à la poule au pot, mais en tout cas... c'était une économie d'abord de paysans. La France est un pays de production agricole, principalement, historiquement. Et en 1950, il y avait encore 7 millions de paysans. 7 millions. C'est devenu, au 19e siècle, un grand pays d'industrie. Alors, surtout au début du 20e siècle. Mais ça s'est accéléré, parce que les paysans français, ne voulant pas quitter la terre, on a été plus lents que les autres, que les Anglais ou les Allemands, mais on a fini par devenir un grand pays industriel. En 1960, vous avez à peu près 8 millions d'ouvriers en France. Ça veut dire que à cette époque-là, presque les 2 tiers de la population française travaillent dans l'agriculture ou l'industrie. Bon, production aussi dans tout un tas de secteurs qui ont été abandonnés, ou en tout cas auxquels on a accordé une importance mineure. Je pense aux mines, je pense aux forêts, je pense aux carrières, je pense aux matériaux.
c'est-à-dire ce qu'on appelle parfois les industries extractives et qui occupaient des millions de personnes dans ce pays et qui ont été, on s'est dit, puisqu'on peut acheter tout ça pas très cher dans le monde entier, on va... Donc, la production, économie de production. Deuxièmement, une économie nationale. C'est-à-dire que l'économie française, c'était un tout autosuffisant qui exportait bien sûr une partie de ses biens et qui achetait certains biens, mais il y avait en France à la fois toutes les gammes industrielles, par exemple. On produisait tout. On produisait on était autosuffisant du point de vue alimentaire, ce qu'on n'est plus. Donc, bien sûr, il y avait des spécialités. Il y avait des spécialités régionales qui se sont renforcées au 19e et surtout au 20e siècle. Des spécialités industrielles, des spécialités artisanales, très diverses, mais l'avantage, si vous voulez, c'est que cette économie, elle était répartie sur l'ensemble du territoire. C'est en ce sens-là qu'on peut dire qu'elle était nationale aussi. Elle était nationalisée, toute région était productrice de biens divers dont je viens de parler. Et ce caractère unitaire, organisationnel, a été accentué dans les années 60 par la déconcentration industrielle. L'Ouest et le Sud étaient plutôt tournés vers les empires coloniaux, le Nord et l'Est étaient très industriels, et dans les années 60, on a pris de l'industrie, quand l'empire a disparu, l'empire colonial, donc Bordeaux et Marseille ont été en crise, on a transféré des industries dans ces régions pour répartir l'industrie sur le territoire. Et la Bretagne a eu des investissements massifs dans l'agriculture, etc. Troisième caractéristique et dernière, je pourrais en citer beaucoup plus, mais c'est que le réseau de transport et les infrastructures étaient destinés à l'ensemble du territoire. Vous regardez le réseau de chemin de fer au 19e siècle, il va dans la moindre vallée. Le moindre bourg est desservi par le chemin de fer. Il en va de même au 20e siècle pour le réseau routier exceptionnel. Je crois qu'on a eu presque à un moment donné, je ne sais pas si c'est toujours le cas, la moitié des routes en Europe étaient en France. Donc un réseau routier exceptionnel. Les services publics eux-mêmes, dans leur conception, que ce soit EDF ou les autres, ou la SNCF d'ailleurs, vous savez, ont le principe de continuité territoriale. La poste, le prix du timbre est le même partout et le facteur doit pouvoir livrer. Donc, il y avait vraiment un espace économique national, productif, unifié, d'une manière particulièrement sophistiquée, je dirais. Et c'est ce qui faisait à la fois la richesse, mais aussi le fait que c'était un territoire vraiment extrêmement contrôlé. Alors, le premier grand changement, donc, à partir des années 80, depuis 1983, pratiquement, on pourrait dire, si on voulait trouver une date, même si toutes les dates ont des avantages et des inconvénients, à partir de 83, par étapes, mais pratiquement en 15 ans, tout est fait, on abandonne l'économie de production. On abandonne l'économie de production. Alors, il y a des raisons. Il y a une crise mondiale de surproduction dans les années 70, de surproduction industrielle, au niveau mondial. Les pays asiatiques émergent et commencent à nous concurrencer sur tout un tas de produits. Et puis en Europe, il y a une économie de surproduction agricole. On se retrouve avec des stocks, des montagnes de beurre, de lait, de tout ce que vous voulez. Dans les années 70, le réflexe, c'est de faire plus de production. On n'a pas de pétrole, on va faire des centrales nucléaires. On a une crise du pétrole, on va développer les TGV. Le Parti communiste réclame le produisons français. Et la gauche, quand elle arrive au pouvoir en 81, elle relance les mines, elle nationalise la sidérurgie dans l'idée, bien sûr, de la développer, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Il y a une réaction productiviste à la crise. En réalité, à partir de 83, pour des raisons que je n'ai pas besoin de développer, on va assister à un contre-mouvement. Voilà, la réaction productiviste va se transformer en réaction anti-productiviste. On va s'attaquer, on produit trop, puisqu'on produit trop cher, puisqu'on produit pas assez moderne, puisqu'on produit ceci, on va changer de modèle économique. Et alors, entre 83 et 93, il y a une dizaine d'années d'interrogation, de questionnement, et à partir des années 90, clairement,
dans le cadre européen, de manière parfaitement assumée par nos élites. On n'a pas dit aux Français, tiens, on va supprimer la production. Non, on l'a pas dit comme ça. On a dit, on va produire autrement, on va se développer d'autres activités, on va, etc., etc. Et c'est là, bien sûr, que le chômage va commencer à prendre des proportions considérables. Et moi, j'y vois dans cette... alors, les chiffres sont très impressionnants. Hein. On supprime en 25 ans 2,5 millions d'emplois agricoles. Vous savez que je vous ai dit qu'en 1950, il y avait 7 millions d'emplois agricoles. On en annonce pour dans 10 ans 200 000. Donc, il faut imaginer ce que c'est que la saignée. Aujourd'hui, on est à 400 000. On a supprimé 2 millions d'emplois industriels. Et encore, aujourd'hui, parmi les emplois industriels, on compte des choses qu'on n'aurait pas autrefois comptées comme telles. Bon. Enfin, c'est pas la peine de rentrer dans les détails, mais ce qui est certain, c'est qu'on fait le choix du tout tertiaire. On devient d'ailleurs l'économie la plus tertiarisée d'Europe. On fait le choix du non marchand, avec le développement d'un État social extrêmement impressionnant. Et puis on fait le choix du commerce, de la marchandise, des échanges. Hein, le taux d'ouverture de l'économie française s'ouvre, on importe de plus en plus, on devient même déficitaire dans de plus en plus nombreux secteurs, et les choses s'aggravent depuis le début des années 2000, puisqu'aujourd'hui, si vous regardez notre balance commerciale par rapport à celle de l'Allemagne, on est dans deux mondes et sur deux planètes différentes. Donc, l'abandon de l'économie de production, alors vous allez me dire, mais quel est le rapport avec les métropolisations? Parce que c'est le préalable. Il faut démonter l'ancien système pour reconstruire un nouveau mécano. Et ce nouveau mécano, c'est à la fois l'abandon donc de la production de biens matériels, et c'est le passage à, mon troisième et dernier point ici, à une économie de service. La France devient la première économie de service en Europe. Elle s'investit, elle se choisit une nouvelle vocation. Et cette vocation, c'est d'être l'économie la plus tertiarisée du continent européen. Alors, pourquoi? D'abord, c'est une économie de tertiaire de haut niveau, de cadre. Hein, c'est pas uniquement de construire des hôtels ou d'avoir des emplois de service de basse qualité. Non, il y a une économie de cadre hyper productive, créatrice de richesses, sociétés de conseil, sociétés financières, sociétés d'investissement, sociétés publicitaires, j'en passe et des meilleurs, médias, art, culture, enfin tout ce qu'on appelle sous ces noms-là de nos jours. Et c'est ainsi que l'Île-de-France, aujourd'hui, c'est une des premières régions, c'est la région la plus productive d'Europe. Elle ne produit rien, mais elle produit encore une fois de la richesse. Elle produit beaucoup de richesse avec 1 700 000 cadres ou 1 800 000 cadres. Elle produit pratiquement 40% du PIB français sur 2,5% du territoire. Vous voyez? Donc, le choix qui a été fait, c'est un choix rationnel du point de vue des investisseurs. Vous abandonnez tout ce qui est pénible, où il faut beaucoup d'investissement, etc. Et vous allez là où il faut de la matière grise et où il y a un retour sur investissement exceptionnel. Bon. Vous commencez à voir se dessiner le paysage. Donc pour ça, bien sûr, une économie de service mondialisée, service aux entreprises, parce que c'est ce qui est le plus rentable, service informatique, service de conseil, service de fusion, service de finance, et j'en passe. Bon. Il y a une autre économie de service. Il y a une économie de main-d'œuvre aussi. Une économie de main-d'œuvre au service des premiers, parce que les premiers ce sont des cadres, et ils ont besoin, notamment parce que voilà, les familles, c'est souvent des familles de cadres, des couples de cadres, et donc il leur faut des gens pour s'occuper de leur maison, pour s'occuper de leurs enfants, pour s'occuper quand ils sont malades, pour s'occuper de leurs parents, pour s'occuper de leur jardin, pour s'occuper de leurs courses, pour s'occuper de tout. Donc il y a une économie de main-d'œuvre. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi une économie de main-d'œuvre liée au tourisme, liée à la restauration, ce qu'on appelle les services à la personne. Et cette économie, en fait, il n'y a pas de transfert qui s'opère entre les ouvriers de l'ancien système, qui étaient, ou les agriculteurs d'ailleurs, qui étaient des hommes, en grande partie. Il y avait aussi des femmes ouvrières, évidemment, et les femmes de paysans aidaient leurs maris, mais si vous voulez, il y avait une forme de noblesse dans le métier paysan, il y avait une forme d'aristocratie ouvrière qui avait été créée avec tout un encadrement par les syndicats, par le Parti communiste, etc. Il n'y a pas de conversion, c'est-à-dire qu'on passe sans transition à d'autres personnes, et c'est là que l'immigration va être un réservoir et un vivier très puissant pour trouver des gens qui vont travailler et qui vont souvent être sous-payés dans ces services.
Alors, il y a d'autres, il n'y a pas que les immigrés, il y a aussi les étudiants, par exemple, qui vont devenir, moi, quand j'étais étudiant, on ne travaillait pas. Maintenant, tous mes étudiants travaillent. Bon, et ils font quoi? Bah, ils travaillent chez McDonald's, chez Darty et je ne sais où. Bon. Donc, les étudiants sont devenus un vivier aussi. Plus récemment, même les clandestins sur leur vélo font partie du système. Vous voyez, donc, et tout ça, ce sont bien sûr des travailleurs modestes qui n'ont pas de qualification particulière, à qui on ne donne pas de formation particulière, puisqu'un étudiant, il étudie, mais c'est pas pour être serveur de pizza. Bon, et pourtant, c'est ce qu'il se retrouve à faire. Alors, alors vous me direz, mais que devient tout le reste du pays? Tout le reste du pays, cette France périphérique, donc qui naît de cette déconstruction de l'économie de production, alors elle aussi, elle a des services. Hein. Elle aussi, elle va être. Je dirais, il y a trois sortes de services dans la plus grande partie du pays qui deviennent une espèce d'économie hégémonique. Il y a la grande distribution qui va remplacer la boutique partout, qui a remplacé la boutique partout, plus qu'en Paris. Hein. Les services sociaux et de redistribution. Bon, les 2/3, vous le savez, des départements français sont en déficit hein, et importent notamment cette redistribution produite par le centre parisien, par exemple. Et puis, il y a, bien sûr, il reste une partie de l'économie de production quand même, notamment les ouvriers, les artisans, j'ose pas dire les paysans, tellement ils sont peu nombreux. Voilà, donc cette France périphérique, elle est plus bigarrée, elle est plus diverse, mais elle n'est pas au cœur de l'économie, elle est même en marge de l'économie. Alors, du coup, ça nous donne, deuxième point, une nouvelle géographie sociale de la France. Pas seulement une nouvelle géographie économique, c'est une nouvelle géographie sociale. Alors, qui s'est opérée par un mouvement tout à fait impressionnant et silencieux, dont personne ou presque n'a parlé, c'est le chassé-croisé entre les ouvriers et les cadres. Ce chassé-croisé, les ouvriers sont sortis des métropoles, et les métropoles ont attiré des étudiants et des cadres, de France et du monde, mais surtout de France. Ce mouvement s'est opéré à Paris, dans le Paris de Jacques Chirac, entre 75 et 95. Et Paris a donné le ton, et la dizaine de grandes métropoles françaises, elles ont connu, Bordeaux étant un très bon exemple, a connu la même chose à partir de 95. D'ailleurs, Juppé a vu ce que Chirac avait fait, il était son bras droit à la mairie de Paris, il est arrivé à Bordeaux en 95, et il fait la même chose à Bordeaux, en 20 ans aussi, et avec le même résultat. Alors, cette politique, ce chassé-croisé, ça signifie d'abord qu'il faut fermer les usines dans les villes. Il faut déprolétariser les villes françaises. Paris était une ville bourgeoise et aristocratique, et c'était en même temps la grande ville ouvrière de la France. L'Île-de-France était la deuxième région industrielle d'Europe après la Ruhr. Voilà, le cœur de l'industrie française depuis la guerre de 14, c'est l'Île-de-France. Voilà. En 1968, à Paris, il y avait en Île-de-France, il y avait 1 900 000 ouvriers. Ça veut dire 1 900 000 familles ouvrières, pratiquement. Donc, c'était tout à fait considérable. Aujourd'hui, il reste 400 000 ouvriers en Île-de-France, qui est bien plus peuplée qu'à l'époque. Donc, la production, comme je vous disais, est devenue résiduelle. Donc, ces ouvriers de Paris qui ont fait toutes les révolutions, qui ont été le cœur de la gauche française, et même plus, eh bien, ils ont été renvoyés chez eux. Ils ont été renvoyés en province. Ils sont partis parce que leurs usines ont fermé. On a fermé tous les grands centres. On a fermé les Halles, on a fermé au cœur de Paris, on a fermé les grands abattoirs, on a fermé la Villette, etc. Bon. On a transféré tout ça ailleurs. On a fermé ensuite les grandes usines automobiles, Boulogne-Billancourt et j'en passe. Et si vous voulez, au fur et à mesure que les usines fermaient, de nouvelles activités économiques naissaient, qui étaient très différentes, comme je le disais tout à l'heure, et Paris a commencé. Paris s'est vidé d'abord. Paris a perdu 1/3 de sa population en 15 ans, presque 20 ans, mais bon. Paris s'est vidé, et Paris s'est gentrifié, à la fois parce que les ouvriers partaient, mais parce que d'autres catégories sociales. Et la gentrification, c'est aussi la spéculation immobilière, c'est-à-dire qu'on a rénové, et quand vous rénovez, un immeuble ouvrier devient un immeuble bourgeois et on change de catégorie. Alors, tout ça s'est passé relativement à bas bruit. Il n'y a pas eu de grandes annonces ni de grandes politiques. Ce modèle parisien
qui est à peu près accompli à la fin du XXe siècle, transformation du grand abattoir et du grand marché, pardon, des Halles en centre commercial international. Bon, c'est typique, et on va retrouver ça dans les villes de province, comme je vous le disais, dans une dizaine de métropoles. La seule grande métropole française où les choses sont plus compliquées, c'est Marseille. Bon, je ne rentre pas dans les détails de Marseille, dont on entend parler très souvent. Mais, vous me direz, alors d'où viennent ces cadres? Ils viennent d'abord de l'augmentation du niveau universitaire et scolaire, il y a de plus en plus de cadres, parce que l'économie tertiaire en a besoin, et parce que les cadres aussi sont libérés par la fermeture des usines dans l'ensemble du pays. Les usines ferment. Quand une usine ferme, les banquiers, les ingénieurs, les directeurs d'usines sont libres et ils vont partir, eux ou leurs enfants, s'installer dans les métropoles, servir le nouveau système économique. Résultat, la France périphérique, bien sûr, est abandonnée par ces cadres qui quittent les emplois de production. Et ça, bien sûr, c'est tout à fait nouveau. Je veux dire, la grande nouveauté de cette nouvelle économie, absolument incroyable, c'est que pour la première fois dans l'histoire de France, les élites sociales ne vivent plus au milieu du peuple. Elles se regroupent dans les grandes villes, entre elles, à la rigueur en fréquentant les immigrés de proximité, les étudiants, les touristes, je reviendrai, mais les classes populaires, elles, sont parties. Et soit elles sont restées à la campagne, soit, comme je vous l'ai dit, plusieurs millions d'entre eux sont repartis et vont bien sûr servir surtout s'ils ont gardé leur emploi en ville, comme à Bordeaux. À Paris, c'est un peu plus dur, mais à Bordeaux, les gilets jaunes, pourquoi les gilets jaunes à Bordeaux? Tout simplement parce que toute la classe, les classes populaires et les classes moyennes qui travaillent dans Bordeaux, elles habitaient dans Bordeaux et maintenant elles habitent à 50 km. Et ils font 80 ou 70 km de voiture chaque jour et au bout d'un moment, ils ont dit stop. Bon, à leur manière et de la manière dont on sait. Donc, cette France périphérique, elle a été abandonnée par ces élites et pourquoi? C'est pas seulement un abandon physique, c'est pas seulement un déménagement, c'est que tout d'un coup, ces classes populaires, elles ne servent plus à rien. Elles ne servent plus à rien parce qu'elles étaient le cœur de l'économie productive. Elles travaillaient dans l'agriculture. Il n'y a plus d'agriculture. Enfin, elle est, vous voyez, 7 millions, 200 millions. Bon. Il y a les usines, c'est marginal. Le service militaire, la Révolution avait fait des ouvriers français et des paysans français, surtout, des soldats. Bon, c'est fini ça. Il n'y a plus de service militaire, il n'y a plus de guerre. Bon. Et la guerre, elle est donnée à une minorité de professionnels, etc. Bon, donc au fond, ces gens, ils deviennent gênants et on va les traiter, si je puis dire. On leur demande d'être des consommateurs et aussi de travailler donc comme ils peuvent. Et s'ils ne travaillent pas assez, on leur donnera des aides sociales, etc., des allocations. Donc il y a tout notre système social extraordinairement sophistiqué, 750 milliards d'aides sociales qui sont distribuées à tous ceux qui en ont besoin, et notamment à ces classes populaires. Mais quand vous faites le compte, il y a 6,5 millions de chômeurs, il y a 2 millions de gens au RSA, il y a 16 millions de retraités, il y a 2 millions de personnes qui travaillent dans des associations qui sont subventionnées par l'État. Donc il y a toute une économie de services qui est très respectable. Hein. C'est pas une critique de fond, c'est très bien. Heureusement que les gens ont une retraite, et heureusement que les chômeurs ont des allocations, et heureusement qu'il y a des associations, etc. Mais on produit plus de richesses. Les richesses, elles sont produites ailleurs, et cet argent est redistribué sous cette forme-là. C'est comme une réserve d'Indiens géante de luxe qui occupe 80% du territoire pour 60% de la population. C'est ça la France périphérique dont parle Christophe Guilluy. Et cette France-là, elle est sortie du regard des métropoles, elle est sortie du regard médiatique, et elle a surgi en 2018. Dans les métropoles, en revanche, le cœur du système nouveau, économique, social et de la production de richesse, ces 12 métropoles mondialisées, elles ne sont, on a l'impression, vu de Paris, que les métropoles, c'est tout, mais ces métropoles, c'est 27% de la population française, un peu plus du quart. Avec elles ont évidemment dans leur dépendance un certain nombre de zones touristiques, la côte du Pays Basque, le Cap Ferret, les côtes bretonnes, les grandes stations des Alpes, des Pyrénées, la Côte d'Azur. Vous voyez, il y a un certain nombre
de domaines comme ça qui sont les annexes. Et d'ailleurs, regardez où va les TGV. Le TGV, il sert les grandes métropoles et il sert les stations balnéaires et alpines, évidemment. Donc, là se trouvent les médias, la production de richesse, la plus grande partie des cadres, et je dis finalement ces métropoles, c'est à la fois la bourgeoisie, qui en occupe à peu près la moitié de la population, et les nomades. Les nomades, c'est qui? C'est bien sûr les nouvelles populations immigrées, parce que quand on est une ancienne population immigrée, généralement on bascule dans l'autre partie. Donc les nouvelles populations immigrées, les touristes, qui sont par essence des nomades, on était la première destination touristique mondiale, et les étudiants, qui viennent, il y a 2 millions d'étudiants en France, qui viennent en majorité, les 2 tiers sont dans ces métropoles. Et donc, mais ce qui est très intéressant, c'est cette dualité, donc, et en même temps, comme je le disais tout à l'heure très vite, cette bourgeoisie, pour la première fois, elle est réunie, d'abord parce qu'ils sont très nombreux. Il y avait 1 million de cadres en France en 1950, il y en a aujourd'hui 5 millions. Si vous ajoutez les conjoints, les familles, les anciens, enfin les retraités, vous avez un bloc homogène de 10 millions de personnes, 10 ou 12 peut-être, même millions de personnes, qui vivent entre eux, loin du peuple, loin des territoires qu'on appelle les territoires, justement. Vous voyez, on ne dit pas encore les réserves, mais on dit les territoires. On ne dit plus les provinces, les régions, non. On ne dit même plus les départements. Donc, et ça, bien sûr, c'est une cohabitation avec le peuple français qui est devenue rare, ponctuelle, éventuellement, si on a une maison dans un village, si on a une origine, etc. Bien sûr, les nouvelles populations immigrées qui sont au service à la fois de cette nouvelle économie, je le disais tout à l'heure, mais aussi au service de cette population de cadres. Pour terminer, je dirais, alors pourquoi, une fois qu'on a dessiné ce nouveau modèle, cette nouvelle économie, quelles sont les impasses? Parce que mon livre s'appelle L'impasse de la métropolisation. J'aurais pu l'appeler aussi les impasses. Bon. Alors la première impasse, c'est d'abord cette coupure entre les deux France. C'est comme s'il y avait deux France posées l'une sur l'autre. Il y a la France des métropoles, les 12 grandes villes mondialisées, très bien reliées entre elles, mais qui sont comme posées sur la France. Vous voyez? C'est avant, il faut quand même, et ça, le système, la géographie des transports est fondamentale. Comme je disais, avant, il y avait un système étoilé qui convergeait vers Paris pour les chemins de fer. On en a gardé des traces, mais au fond, avant, un chemin de fer, et vous partiez de la gare d'Austerlitz et vous traversiez tout le Massif central et vous arrêtiez dans chaque petite ville du Massif central. C'est fini ce temps-là. Vous prenez un TGV à la gare de Lyon et vous vous arrêtez à Lyon ou à Aix ou à Marseille, hein, ou à Montpellier à la rigueur, et Nice. Mais il n'y a plus de continuité territoriale. Et que ce soit les avions, les TGV ou les autoroutes, vous savez, elles sont dans un mur de grillage d'un bout à l'autre. Il y a quelques sorties de temps en temps. Bon, on mange sur l'autoroute, on n'en sort pas. C'est pas comme en Espagne. En Espagne, elles sont ouvertes les autoroutes. En France, elles sont fermées. Donc vous avez, au fond, et puis alors ce système, il est très bien interconnecté entre les métropoles, il est très bien interconnecté au monde, avec l'Europe et avec le monde entier. Et c'est ce système qui a été construit dans les 40 dernières années. Vous regardez le réseau des TGV, la SNCF, plus de 60%, j'ai les chiffres exacts dans mon livre, plus de 60% de ces investissements ont consacré le TGV intermétropolitain et accessoirement les trains de banlieue. C'est-à-dire que alors que le territoire, la SNCF, c'était tout le territoire français. Je parlais tout à l'heure de continuité territoriale. Donc, notre société de service, cette société métropolitaine, il faudrait dire le réseau intermétropolitain, il est posé sur une France qu'on regarde depuis le hublot de son avion, on voit pas grand-chose, depuis la fenêtre de son TGV, mais on n'a plus besoin, alors il n'y a plus besoin d'auberge, il n'y a plus besoin d'hôtel, il n'y a plus besoin de restaurants de province, tout ça c'est terminé puisque les gens n'y passent pas. Ils font des bons, ils vont à Bordeaux, et puis ils reviennent, ils vont à Lyon, ils reviennent, etc. Il y a une autre France, mais cette France-là, elle est mise de côté en quelque sorte. Alors, elle sert à quoi, cette France-là, qui accueille encore la majorité de la population? Elle sert d'abord à déployer les infrastructures, elle sert à envoyer toutes les catégories sociales populaires qui ne produisent pas beaucoup, elle sert, c'est la France des hangars, hein, c'est la France des zones commerciales, c'est la France par exemple, c'est la France où Amazon va construire ses entrepôts géants.
Bon, parce qu'il y a de la place, parce que la terre agricole ne vaut pas grand-chose, etc. Bon. J'arrive presque à la fin. Alors, premier inconvénient, donc, c'est ce clivage, cette France clivée. Ça, c'est très problématique parce que ça pose la question de la République, ça pose la question de la démocratie, ça pose la question de la représentativité politique. Pourquoi est-ce que la moitié de la France ne vote pas? Ben, voilà, parce qu'ils sont en dehors du système. Bon. La crédibilité des médias, la crédibilité. Bon, c'est vraiment le fonctionnement politique de la France qui est affecté par ce clivage qu'on a vu jouer au moment des Gilets jaunes. Et c'est pour ça que les métropolitains ont dit, mais d'où viennent ces gens? Que se passe-t-il? Rappelez-vous Luc Ferry qui proposait qu'on tire à vue sur ces gens qui venaient, ces hordes fascistes, bon, qui n'étaient pas très fascistes. Bon. Alors, deuxième problème, l'hyperconcentration de tout un tas de gens et de moyens dans les métropoles finissent par poser des problèmes. Problèmes de densification, de dégradation des conditions de vie dans les métropoles. Bon, alors, je ne parle même pas du Covid, mais et on a un précédent, c'est la Californie. L'Ouest américain a été organisé dans les années d'après-guerre suivant ce modèle métropolitain. Los Angeles et San Francisco ont donné le ton, si je puis dire. Tout l'Ouest a atterri dans ces deux villes et se sont devenus, dès la fin du XXe siècle, des villes d'hyperpollution, plus d'eau, des incendies, des pluies acides, la délinquance, la saturation, etc., etc. Donc une hyperpollution, le smog, etc. Bon. Et dès la fin du XXe siècle, il a fallu, les classes moyennes sont parties et se sont réinstallées dans tout l'Ouest, dans tout le sud-ouest des États-Unis, Nouveau-Mexique, Nevada, etc. Donc, ce qu'on connaît là un peu en France actuellement, ces problèmes des métropoles, problèmes de la délinquance, problèmes de l'afflux migratoire, problèmes des prix extraordinairement élevés. Vous vous rendez compte qu'en 40 ans, le prix de l'immobilier à Paris a été multiplié par 10. À Bordeaux, en 20 ans, le prix de l'immobilier a été multiplié par 3. Si vous comparez aux salaires, c'est 2 à 3 fois plus que les salaires. C'est pour ça que toutes les catégories, le salaire médian en France, il est faible. Hein. Il est très faible. Si vous avez un salaire médian en France, vous ne pouvez pas loger dans une métropole. C'est-à-dire que la moitié des fonctionnaires, les ouvriers, les salariés, les gens normaux, les instituteurs, les policiers, les gendarmes, les infirmières pour rester dans la fonction publique, les pompiers ne peuvent pas, sauf s'ils ont une caserne, s'ils ont un logement. Mais les instituteurs avant étaient logés dans leur école, c'est fini tout ça. Donc un instituteur à Paris doit habiter où il peut, bon, c'est-à-dire très loin. Bon, alors, donc ça c'est un énorme problème de transport. Les gilets jaunes, j'en parlais tout à l'heure, je ne reviens pas. Et pour terminer, alors ça a entraîné une vague écologiste. Qui dit problème dit réponse politique. Alors on a eu la réponse Macron de ses élites au niveau national, mais aux dernières élections municipales, on a eu uniquement dans ces métropoles la réaction écologiste. Alors, comment l'interpréter? Est-ce qu'il faut l'interpréter comme l'idée, alors à Bordeaux c'est très clair, hein, depuis 3 ans, c'est-à-dire que les maires ont anticipé les élections, on ne construit plus rien. C'est-à-dire que l'objectif d'Alain Juppé, c'était la métropole millionnaire. Il avait pris Bordeaux, l'agglomération devait faire 500 ou 600 000 habitants. Lui, il voulait créer une ville d'1 million d'habitants. Il est parti à 800 000 depuis son départ. Plus aucun maire, aucun élu régional ou local ne construit. Et ça, et le maire de Bordeaux est écologiste. Et si je prends Bordeaux comme exemple, mais je pourrais prendre d'autres agglomérations, à Lyon ou ailleurs, la réaction des nouveaux élus, c'est de dire les gens ne veulent plus. Donc si je construis, je serai battu, parce qu'on me le reprochera, donc je ne donne plus de permis de conduire, je ne construis plus. Voilà, qu'ils aillent voir ailleurs. Donc il y a une réunion, il y a une réaction, si vous voulez, bon, ok, ces grandes villes, c'est formidable, on est entre nous, c'est très bien, il commence à y avoir des problèmes, maintenant c'est fini. Donc, on ferme la porte, on ne construit plus, on interdit la voiture, ça c'est Paris, on veut même interdire les bus de tourisme, on commence à vouloir limiter le tourisme, et on va être de plus en plus écolo.
on va voyager en vélo. Bon, vous savez que 70% des gens vont tous les jours au travail en France en voiture. Il y a 3% ou 4% des gens qui vont en vélo. Évidemment, ils sont tous dans les métropoles. C'est assez rare à la campagne, dans les villes petites et moyennes. Bon, donc, le réflexe fermer la porte derrière soi, au bout de cette cavalcade finalement qu'on vient de traverser, ça interroge bien sûr ça relativise, je dirais, les enthousiasmes écologiques auxquels on assiste régulièrement avec une main sur le cœur et une larme à l'œil. Mais vous voyez qu'au fond, ces questions, il y a deux France, donc bien sûr, il y a deux France. Le président Macron a su, la dernière fois, lors de la dernière campagne électorale, il a su capter la France des grandes métropoles, il a su capter avec succès la France des cadres. Il a pris dans la figure, en 2018, le mouvement de la deuxième France, qui était divisé, qui n'avait pas voté pour lui, qui n'avait pas voté, parce que le symptôme le pire, c'est l'absence de vote. Vous avez vu qu'aux 3 dernières élections, la majorité du corps électoral n'a pas voté, ni aux législatives, ni aux municipales, ni au régional. Ce qui est quand même du jamais vu. C'est-à-dire que cette périphérisation d'une grande partie de la France, des activités économiques, mais surtout de la population, elle se traduit par une périphérisation du système politique. Donc voilà. Donc je n'en dis pas plus. Vous voyez, ça peut ouvrir, je pense, à beaucoup de questions, beaucoup de débats, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, je vous en prie, le débat est ouvert. N'hésitez pas. Oui. Vous avez fait état de la montée des écologistes dans les métropoles, mais de la même façon que par exemple, la baisse de la pollution, la montée de la pollution du productivisme, avec la montée de l'écologie qui est la critique du productivisme, et qui se traduit par la montée cette critique du productivisme a été beaucoup portée par les écologistes. Oui. On va faire le lien entre les deux. Oui, mais je pense que effectivement, la critique, il y a une critique du productivisme, on pourrait dire pratiquement depuis mai 68 ou depuis 1970, le Club de Rome, la décroissance, etc. En réalité, on a connu dans les années 70, au niveau mondial, une explosion extraordinaire de la production. Alors, c'est vrai qu'elle s'est faite loin de chez nous. C'est très simple, il y a un chiffre parfaitement clair. La Chine, en 1979, c'est 1% de la production industrielle mondiale. Aujourd'hui, c'est 40%. Donc, en 40 ans, la Chine est devenue l'usine du monde. En 40 ans, ça n'était pas le cas il y a 40 ans. Elle est devenue. Bon. Qui lui achète ses produits? Qui lui achète ses vêtements, ses chaussures, ses vélos, ses motos, ses ordinateurs? Enfin, c'est nous. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a une hypocrisie. Donc, on veut bien être contre la production, mais en fait, le capitalisme, il s'est organisé pour répondre autrement. C'est-à-dire qu'il a été produire là où c'était moins cher. Enfin, le capitalisme, c'est pas un sujet. Mais enfin, bon, il y a eu des capitalistes qui ont pris des décisions d'investissement, qui ont enlevé les usines en Europe, aux États-Unis, enfin, dans certains pays d'Europe, là aussi. Ce qui prouve que c'est intentionnel. C'est que l'Allemagne et l'Italie ont gardé leur industrie. Et que nous, on est comme les États-Unis et les Anglais, on a envoyé tout ailleurs. Parce que les financiers sont devenus finalement les nouveaux patrons par rapport aux ingénieurs. La France la France gaulliste des années 60, c'était l'empire des ingénieurs. EDF, le TGV, le nucléaire, c'est les polytechniciens et les ingénieurs des mines à la manœuvre. Vous voyez, et puis après, c'est devenu une autre catégorie sociale. Donc, cette catégorie, alors, où est la poule, où est l'œuf? Bon, ça, c'est très compliqué, mais les élites ont un poids très important dans la décision. Il y a une décision politique qui a été prise par la France. Je ne crois pas qu'elles soient inspirées par les écologistes, si vous voulez, à l'époque. Parce que la décision oui, c'est peut-être un bain. Oui, mais il y a une hypocrisie, parce qu'on achète de plus en plus, mais on le fait produire à l'autre bout du monde.
Donc, on fait traverser accessoirement à toute cette production la moitié de la planète en bateau, ce qui est encore beaucoup plus polluant que si on le faisait sur place. On le fait faire dans des conditions de non-contrôle absolu des normes de pollution. Donc, on va saccager la Chine entière et la moitié de l'Asie pour avoir des biens, vous connaissez les jeans, comment on les fabrique, etc. Tout est fait en Chine. Bon. Donc, si vous voulez, à moins d'être extrêmement naïf ou extrêmement bête, on ne peut pas dire que les choix qu'on a faits ont amélioré en quoi que ce soit l'écologie du monde. Donc, et je pense que les gens ne sont pas bêtes, ils savent ce qu'ils font, et donc ils n'ont pas... Alors, le deuxième élément de réponse que je peux vous donner, c'est que ces investisseurs qui sont allés produire à l'autre bout du monde, ils n'ont jamais milité pour la décroissance, ils ont au contraire développé une société d'hyperconsommation. Bon, voilà. Donc, c'est quand même un peu hypocrite comme système. Si on pense que l'écologie est la réponse, enfin, que c'est lié, vous voyez. Moi, il y a un discours, il y a des gens honnêtes, il y a des gens qui sont sincèrement écologistes. Bon, moi-même, j'ai été sensibilisé très très jeune à cette question par le commandant Cousteau, qui avait écrit un très très beau livre dans les années... fin des années 70, que j'ai lu au début des années 80, que j'avais lu et qui m'avait tout de suite sensibilisé à ces questions, bien avant qu'on en parle et que ça devienne un objet de débat. Mais si vous voulez, je ne pense pas que nos investisseurs aient eu cette préoccupation, surtout dans les années 70, au moment où ils ont démonté l'industrie française et où ils ont donné la priorité à autre chose. C'était pas ça leur but. Est-ce que, vous voyez, il y avait des gens, des militants écologistes sincères. Est-ce qu'ils ont eu un impact, par exemple, sur le nucléaire? Ils n'ont eu aucun impact en France. Bon. Là, c'est une bâtiment. Oui, c'est ça. Tout. L'écologie, chez nous, c'est bon chez nous, mais pas ailleurs. Oui, c'est ça. On peut y voir un certain égoïsme, c'est vrai, parce qu'on a par exemple, comme les États-Unis, hein, on a exporté... les États-Unis ont exporté, par exemple, le raffinage au Mexique. Ils ont exporté la sidérurgie en Asie. Ils ont exporté la grosse chimie aussi à l'extérieur. Donc, ces usines les plus polluantes, les plus dévastatrices, ils sont allés les installer dans les pays où il n'y avait aucune norme et qui étaient loin. Mais voilà, l'écologie, c'est pas dans un pays, c'est comme le communisme, c'est dans tous les pays. Oui. Oui, Alain. Est-ce que le développement des technologies modernes, et on le voit bien avec ce qui s'est passé à partir du Covid, est de nature à changer le paysage que vous nous avez brossé avec des élites, entre guillemets, intellectuelles dans les grandes métropoles, mais qui semblent soudain gagnées par le goût des petits oiseaux et oui. l'herbe fraîche, enfin verte. Oui. Est-ce que c'est de nature sur le long terme, indépendamment des mouvements qu'on peut voir là, mais à remettre ce paysage en... Alors, je vais vous dire deux éléments de réponse, selon moi. Alors, il y a le non-dit par rapport à cette France des métropoles, si vous voulez, c'est que la France des métropoles, elle concentre les 2/3 des cadres, elle concentre les élites dirigeantes d'une manière générale, quelle que soit la sphère qu'elle dirige, je dirais aussi bien l'université que les églises, que le capitalisme, que l'État, que tous les services de l'État, que les banques, que la finance, que tout. Bon, les élites sont concentrées là. Donc, les élites médicales aussi, les élites intellectuelles, les élites culturelles. Donc, dans ces villes, vous avez les meilleures écoles, les meilleurs lycées, les meilleures universités, les meilleures cliniques, les meilleurs hôpitaux. Et moi, je dis souvent, la France des Gilets jaunes, c'est là où les médecins ne veulent pas se faire soigner, et c'est là où les profs ne vont pas mettre leurs enfants. Il y a un problème. C'est-à-dire que si vous démétropolisez, si par exemple des gouvernements décident dans les années à venir de transférer, l'État, il le peut en France, puisqu'il emploie la moitié des gens. Si vous rajoutez les emplois de fonctionnaires, les emplois d'associations, les emplois parapublics, les emplois subventionnés de toutes sortes, bon, pratiquement, alors peut-être pas la moitié, mais on n'en est pas loin. Donc, il peut redéployer.
Il peut redéployer des gens. Il peut aussi orienter les investissements industriels. Bon, ça, c'est la deuxième partie de ma réponse. Je vais la faire tout de suite. À ce moment-là, il va falloir qu'il accepte, parce qu'il le sait très bien, les administrations savent très bien qu'il y a 2 médecines en France et qu'il y a 2 éducations nationales. Hein, et que les lycées, voilà, il y a les lycées où les cadres mettent leurs enfants et puis il y a ceux où ils ne les mettent pas. Donc il y a un moment, si on veut redéployer l'appareil de production et donc les cadres, il va falloir aussi s'attaquer aux mots. Alors bien sûr, on va peut-être pas pouvoir transformer le moindre lycée de banlieue et de campagne surtout, comme il était dans les années 60, à une époque où les choses fonctionnaient d'une manière, j'allais dire, égalitaire. Mais au moins, il va falloir peut-être reconstruire des hôpitaux périphériques qui tiennent debout, qui aient une certaine autonomie, et reconstruire des lycées pilotes, puisque c'est faut faire peut-être comme dans les pays du tiers-monde, il faut créer des lycées pilotes partout, qui tiennent la route et qui aient les moyens intellectuels, les profs, et obliger les fonctionnaires aussi à s'installer partout. Peut-être qu'il faudra les payer 2 ou 3 fois plus cher pour s'installer là, mais il faut savoir ce qu'on veut. Parce que les cadres, si vous voulez, ils vont pas... Oui, un cadre, il va pouvoir se déplacer de Paris à Lille ou de Paris à Bordeaux, mais pour faire le saut dans une sous-préfecture française où il va avoir un boulot, il va venir avec sa famille, et pour sa famille, pour ses parents, pour ses enfants. Pour ses parents, il voudra le meilleur hôpital, et pour le meilleur niveau de santé, et pour ses enfants aussi, il voudra le meilleur niveau d'éducation. Donc, là, la situation que j'ai décrite très très brièvement, elle a des implications sur les services sociaux, c'est-à-dire que les services de santé, les services éducatifs et l'ensemble des services publics. Il y a aujourd'hui des failles très importantes dans le système. Et ça, la démétropolisation, elle va passer par... il faut que l'État prenne en compte et accepte. Pour l'instant, il y a la fiction de l'égalité absolue, de l'accès aux soins et à l'école sur tout le territoire. C'est une fiction totale. Deuxièmement, oui, il y a une opportunité énorme, puisque la Chine a capturé les 40%, je le disais, de la production industrielle mondiale, avec notre totale complicité. On ne peut pas les accuser. Par exemple, on leur a confié toute notre industrie du médicament. C'est-à-dire, si pendant la crise des Gilets jaunes, les Chinois avaient décidé de déclencher une attaque bactériologique sur l'Occident, vu qu'ils fabriquent 99% des antibiotiques, on serait tous morts. Bon, et ça, c'est fantastique. C'est-à-dire qu'ils fabriquent tout, le Doliprane, ils fabriquent... Bon, donc, Montebourg avait défini des secteurs stratégiques quand il était ministre du redressement productif, ce qui faisait rigoler tout le monde, entre parenthèses, à l'époque. J'ai vu que le gouvernement... le premier gouvernement Macron a élargi la gamme de ces secteurs stratégiques. Donc, si la France ou l'Europe décide que, par exemple, on ne sera jamais autonome si on ne produit pas notre acier, on ne sera jamais autonome si on ne produit pas nos propres médicaments, on ne sera jamais autonome si on n'a pas de quoi fabriquer des combinaisons, des masques en cas de guerre, en cas d'épidémie, en cas de je ne sais pas quoi, qu'il faut une production d'armes, qu'il faut une production de bateaux et d'avions, etc. Donc, ces secteurs stratégiques, alors ça, je parle des vieilles productions, mais il y a aussi, on peut décider, par exemple, de devenir autonome du point de vue électronique aussi. On peut considérer qu'on est une colonie numérique des États-Unis et que si les Chinois s'en sont sortis, on est peut-être aussi capable de s'en sortir. Donc, une fois qu'on aura défini tout ça, il y a la possibilité de réindustrialiser. En partie, on va pas reconstruire l'Europe du 19e siècle, mais il y a la partie, peut-être que l'autonomie dans le domaine du jouet, on s'en fout, mais il y a des secteurs, voilà. Et donc, donc là, il va y avoir des investissements industriels à faire. Et on va peut-être pas les mettre tous en Île-de-France, à Bordeaux et à Lyon. Donc, on va avoir l'opportunité de redistribuer et de sortir finalement de ce système. Mais il faudra accompagner les populations aussi par les services publics dont je parlais tout à l'heure. Oui, ce que vous dites, ça suppose une volonté politique. Ah, il faut qu'il y ait une politique constante sur 1 ou 2 générations. Ça, c'est bon. Oui, alors... Il faudrait. Justement, il y a un facteur relativement nouveau, c'est la destruction de l'État, ouais. Qui compromet à terme une politique possible de
planification de l'économie nationale. D'autre part, même si on met ce problème de côté, il y a une absence totale de volonté des partis politiques, des dirigeants, d'entrer dans cette logique nouvelle de réindustrialisation et de réorganisation, de réaménagement du territoire. Donc ça dessine plutôt une perspective révolutionnaire, puisque vous décrivez de façon extrêmement frappante ces deux France qui ne se connaissent plus, et avec déjà des explosions annonciatrices certainement d'autres explosions peut-être plus violentes que celles que nous avons connues. Donc c'est ça. À partir du moment où l'élite d'un pays ne bouge plus du tout, reste dans son schéma et profite de la situation, il ne peut y avoir qu'une situation explosive, semble-t-il. Oui, oui. D'autant plus que... Non, mais c'est vrai. D'autant plus que la première fois, si vous voulez, l'incendie a été éteint par la distribution d'argent public. Avec le Covid, ça a pris une ampleur exceptionnelle. C'est-à-dire qu'au début, on nous a dit, regardez, Macron est obligé de faire un chèque de 5 milliards d'euros. À la fin, il a fait un chèque de 400 milliards d'euros, 2 ans après. Donc, cette fuite en avant dans l'endettement, cette fuite en avant financière, c'est une réponse, j'allais dire, c'est un pistolet à un coup. Il peut y avoir 2 coups, mais il peut pas y avoir 10 coups. Donc, au bout d'un moment, si vous voulez, cette dépendance à un financement, parce que, je veux dire, ce système, il a quand même des inconvénients. C'est-à-dire qu'on va bientôt rentrer dans la dépendance alimentaire. C'est prévu pour dans 2025 ou 26. Hein. C'est-à-dire qu'on va produire moins de biens agricoles qu'on en importe. Enfin, on va devenir non, ce que je dis n'est pas exact. On va devenir des importateurs nets de produits agricoles. On est des importateurs nets d'énergie. On est des importateurs catastrophiques nets sur le plan industriel. Donc, on s'endette. On s'endette parce que on compense la non-production en important et on compense le non-travail des non-ouvriers, des non-ingénieurs par des allocations de toutes sortes. Et donc, l'État est endetté, il est en déficit chronique, le commerce extérieur est en déficit chronique, et là, on sort d'une crise avec une croissance de la dette. Donc, si vous voulez, ce système, il peut durer un temps, il ne peut pas durer indéfiniment. Surtout quand on joue dans la même équipe que l'Allemagne, que les Pays-Bas. Donc, je pense que même si elles ne le veulent pas, d'abord, je pense qu'il y a quand même des prises de conscience qui s'opèrent. Je ne dis pas que l'État va très bien, mais vous voyez, c'est vrai qu'on a démonté la data, on a démonté le plan, on a démonté beaucoup d'organismes de contrôle mais en même temps, aujourd'hui, on parle de les reconstruire. Alors, pour l'instant, c'est peut-être anecdotique, mais c'est pas impossible qu'il y ait un mouvement de balancier, à la fois par intelligence, on peut jamais l'exclure totalement, et par conscience et par nécessité surtout. Par nécessité, parce que on peut pas indéfiniment, ou alors on va vers une situation proprement révolutionnaire où un jour on va répudier les dettes, enfin mais ça, ce système-là n'est pas crédible. Enfin, oui, attendez, mademoiselle, et vous? Oui, moi j'avais une question, est-ce qu'on peut, c'est un peu une question rhétorique du coup, est-ce qu'on peut amorcer un retour à l'État et un retour de l'État, une démétropolisation et une réindustrialisation sans remettre en cause et en question notre rapport à l'Union européenne? Parce que c'est dans la logique de l'Union européenne de pousser à avoir des politiques non sociales basées sur la productivité, la compétitivité, sur l'absence de monopole, sur le bradage des services publics. Donc, je ne parle pas de Brexit ou quoi que ce soit, mais effectivement, au moins de rapport critique. L'Europe, c'est nous. L'Europe, c'est nous. Elle n'existe pas. On voit bien dans le domaine de la politique étrangère. Qui a inventé l'euro? La France.
Qui a inventé les 3%? La France. Qui a fait sauter la règle des 3% et a inventé l'emprunt européen? C'est la France. Qui a inventé la PAC? C'est la France. Le problème, c'est la volonté politique en France aussi. Bah oui. Bah oui. Après, si vous voulez, que par ailleurs des contraintes s'exercent, je pense pas que c'est l'Europe le problème, c'est l'Allemagne qui est quand même le prêteur et le financier. C'est le prêteur enfin c'est à la fois pour l'instant c'est la solution puisqu'on peut s'endetter à bon compte grâce à l'Allemagne. Mais le jour où elle dira bon, vous allez peut-être, vous nous avez fait inventer la règle des 3%, vous ne l'avez jamais respectée, vous nous avez fait entrer dans l'euro, on voulait pas y aller. Vous ne jouez jamais selon les règles que vous avez vous-même définies. Nous, grâce à notre industrie, à notre excédent commercial, nous finançons vos folies. Donc peut-être que vous allez à un moment arrêter. Ben oui. Ah oui. Et donc est-ce que, pour terminer, voilà ce qu'on a décidé et ce qu'on n'a pas respecté, on peut décider de le respecter, ou bien on peut décider de changer les règles, ou bien ça viendra de l'extérieur. Mais là aussi, vous savez, c'est la phrase de Keynes, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Voilà. Mais ils peuvent monter haut. Hein. Il y a des séquoias. Oui, voilà. Mais même les séquoias, ils ne montent pas jusqu'au ciel. Je fais une brève observation. Non, peut-être la Grèce, peut-être notre laboratoire. C'est tout. Voilà. Ah, oui. Voilà. Peut-être ce qui se passe en Grèce, c'est peut-être notre futur. De toute manière, l'Occident est construit sur une pyramide de dettes, et peut-être qu'effectivement, il y a une remise à niveau, parce que les États-Unis aussi sont dans ce processus, hein, l'économie de la dette, c'est un processus américain. Bon, là, c'est une fiction en réalité, donc on ne peut pas savoir, bien sûr, de quoi l'avenir sera fait, mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a une croissance indéfinie des dettes, je crois que la dette mondiale, elle est, enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais elle se compte en milliers de milliards de dollars, en dizaines de milliers de milliards de dollars. Donc peut-être qu'effectivement, à un moment, il y a un reset, mais à ce moment-là, on divise le PIB par deux. C'est ce qui s'est passé en Grèce, effectivement. Et peut-être que ce sera la fin de l'Occident, pas de l'Occident, mais de la toute-puissance de l'Occident, qui pour l'instant tient sa puissance de cette économie de la dette que les Américains et les Japonais ont inventée. Alors, mais là, on va... Jean-Marie, Pierre-Henri, Guillaume. Deux, trois petites questions, si vous permettez, oui. Monsieur. La première, vous avez évoqué les mutations de l'économie depuis 40 ans et qui ont aidé à la métropolisation. Ne pensez-vous pas qu'il y a un élément qui est aussi très important, c'est la maritimisation de l'économie, et notamment, pour aller très vite, pardonnez-moi l'expression est un peu facile, la révolution du container qui a permis de transporter beaucoup de marchandises à un prix finalement très faible, et qui a aidé à l'externalisation de notre industrie. Deuxième élément, est-ce qu'il n'y a pas aussi, depuis les 40 dernières années, un élément dans le cas de la France, mais pas seulement de la France, qui a quand même été tout à fait important, c'est non seulement la chute du communisme, et le fait que les États n'ont plus été tenus, je dirais, de maintenir un minimum d'emploi et de lutter contre le chômage. On prête, vous savez, ce mot au président Pompidou, la France ne viendrait pas à 1 million de chômeurs. Donc mieux vaut un point d'inflation en plus qu'1 million de chômeurs. Aujourd'hui, c'est le genre de discours qu'on n'oserait même pas tenir ou qui ferait sourire. Et puis, il y a un troisième phénomène, peut-être, pardonnez-moi, je suis un peu dans toutes les directions, un élément qui est un peu sous-jacent dans votre propos, mais qui est lié, à mon avis, à la métropolisation, c'est quelque chose qu'on appelle l'hyper-ruralité. L'hyper-ruralité. C'est-à-dire, finalement, du fait des départs des classes populaires, vous avez aujourd'hui l'investissement, on n'est même plus dans la périurbanisation, qui est finalement plutôt le fait des cadres, les petits oiseaux le matin et la pollution l'après-midi, pour aller vite, mais la nécessité d'aller se placer dans des, excusez-moi l'expression, elle est maladroite, mais chacun comprendra, dans les trous paumés, et qui sont les seuls endroits où on peut encore espérer pouvoir se loger, avec tous les problèmes que ça pose d'ailleurs aux municipalités, aux villes, aux villages en question. Voilà, c'est trois petites questions. Pardonnez-moi. Oui, et alors, sur cette hyper-ruralité, c'est à la fois effectivement une solution immobilière et c'est un piège. Parce que, si vous voulez, vous connaissez la fameuse phrase ils ont qu'à venir. Alors,
je vais pas dire traverser la rue, mais il y a beaucoup de gens qui disent ça en disant il y a du boulot dans les restaurants à Paris. Regardez, il y a beaucoup d'emplois qui ne sont pas pourvus. Mais quand vous ne pouvez pas quitter un logement qui vaut 100 000 euros pour arriver à Paris, enfin et encore s'il vaut 100 000 euros c'est bien, qui vaut 30 000 euros pour venir vous installer en Île-de-France, avec un SMIC qui ne permet pas de louer plus d'un studio. Donc si vous êtes 2 déjà c'est un peu compliqué, et si vous êtes 3 c'est pas possible. Donc il y a un problème, bien sûr il y a un très gros problème vous savez qu'on a un marché, là on parle du marché de l'immobilier, il est très malade en France. C'est-à-dire qu'il y a des distorsions. Alors, en Allemagne, il n'y a pas cette distorsion, parce que l'Allemagne, elle n'est pas métropolisée. Elle n'est pas métropolisée. Elle n'a pas ce phénomène. Ce phénomène de la métropolisation et de l'organisation du territoire que je viens de décrire, on peut le retrouver en Angleterre, on le retrouve aux États-Unis, mais on ne le trouve pas dans les autres pays d'Europe. C'est spécifiquement, la France, elle a comme les États-Unis un très grand territoire et elle l'a réorganisé, l'économie contemporaine l'a réorganisé à sa façon, mais en Allemagne, il y a un équilibre entre, d'ailleurs c'est lié à l'industrie aussi, comme en Italie, à partir du moment où il y a de l'industrie, elle se déploie sur l'ensemble du territoire et elle fixe des populations de différentes catégories sociales partout. C'est ça l'avantage de l'industrie. Le fait d'avoir détruit l'industrie permet ce modèle économique et du coup va créer des distorsions au niveau des prix de l'immobilier absolument. Alors là, on est très très loin. Alors, si vous ajoutez à ça que l'État a poussé en fait dans ce sens, par exemple en subventionnant le logement, puisque si vous distribuez des allocations logement, le propriétaire il va augmenter d'autant le loyer, etc. Donc, ça, évidemment, c'est pas dans l'hyper-ruralité qu'on a besoin d'allocations logement. Donc, voilà. Donc, il y a là un vrai sujet énorme qui n'est résolu en rien. Alors maintenant, on arrête de construire dans les grandes villes. Bon, on verra. Il y a des jeunes qui vont s'installer à la campagne. Il y a des très pauvres aussi qui n'améliorent pas évidemment les revenus, comme vous dites. Tout ça n'est pas pensé. C'est pas dit, c'est pas pensé. Hein. Et quand on vous dit, il y a des gens qui tirent la sonnette d'alarme. Vous vous rappelez Merlec, je crois, il y a un certain nombre de députés qui avaient tiré la sonnette d'alarme en 10 ans. Il y a 10 ans déjà, il y a des très très grandes inégalités territoriales qui sont des inégalités sociales. Et les régions les plus pauvres sont dans l'hyper-rural et dans ces campagnes. On lui rétorque que Paris redistribue, qu'il y a un système de location extraordinaire, qu'il y a la continuité de service public. Donc tout ça n'est pas pensé et la majorité de nos dirigeants ne s'y intéressent pas et le refusent. Bon, ce qu'il faudra bien un jour le penser. Juste un mot sur les containers. Bon, vous avez évidemment raison, il n'y a pas d'économie mondialisée sans containers, ni sans super pétroliers. Donc il y a déjà eu les super tankers dans les années 60 et puis il y a eu les containers à partir des années 80. Ce qui est très drôle et très triste pour la France, c'est que c'était quand même une des plus grandes nations maritimes du monde et pour cause. Et qu'au moment où le monde s'est mondialisé, on a arrêté d'avoir une marine marchande et on a arrêté d'avoir des marins. On a gardé une marine nationale, mais on a gardé de s'intéresser à ces... Alors, on a encore des bateaux, des grandes compagnies, mais l'ensemble des salariés, vous le savez, à part quelques officiers de marine, sont des Philippins ou des gens qui viennent du monde entier. Et là aussi, on n'a pas de flotte de containers et c'est étrange, hein, alors qu'on a le deuxième domaine maritime mondial, qu'on est la façade atlantique et méditerranéenne de l'Europe. Bon, tout ça n'intéresse pas en fait les gens qui nous dirigent. C'est-à-dire, si vous voulez, il y a une idéologie du refus de la production, il y a une idéologie du service. Voilà, on s'intéresse nous à ce qui est noble finalement. Peut-être qu'il faut revenir au fait de déroger et qu'on va quand même pas s'occuper de ces choses médiocres. Bon, en fait, ça ne marche pas parce qu'au XIXe siècle, on avait une bourgeoisie qui s'intéressait aux usines, c'était prestigieux d'être ingénieur, mais aujourd'hui, c'est prestigieux de faire Sciences Po. C'est pas prestigieux d'être ingénieur. Donc, il faut que des gens, il faut des boulots pas trop techniques et pas trop compliqués. Donc, on va laisser ça aux autres. Et puis, pour ce que vous dites du communisme, oui, on s'est habitué, on est comme le crabe dans la marmite, hein, c'est-à-dire il faut pas oublier que mai 68 a éclaté parce qu'on était passé de 200 à 400 000 chômeurs.
et que dans la France de l'époque, c'était apparu, bon, ça a été un prétexte, parce qu'il y avait bien d'autres raisons pour qu'il y ait 68, certainement, et que les gens avaient ras-le-bol de Gaulle, etc. Mais la crise économique de 68, c'est le fait qu'il y a eu une petite baisse de la croissance en 67 et qu'on est passé de 200 000 à 400 000 chômeurs. Ensuite, Giscard a été élu, je crois, dans un contexte assez de crise économique. On était à 1 million de chômeurs. Et Mitterrand avait dit quelques années plus tard, bon, le fait d'être incapable de lutter contre le chômage avait attiré une hostilité sur Raymond Barre extrêmement violente, je me rappelle très bien. Mitterrand a été élu en disant « avec moi, il n'y aura pas 2 millions de chômeurs ». Il a allègrement dépassé ce seuil et aujourd'hui, on est à 6,5 millions de sans emploi si on prend les 4 catégories de l'INSEE. Enfin, pas de l'INSEE, de la NPE, etc. Donc, effectivement, on a pris pratiquement chaque décennie, on est passé donc 200 000 chômeurs, 1 million de chômeurs, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions. Et avec le Covid, ça a été la cerise sur le gâteau. À chaque fois, on descend un peu, mais on remonte plus haut. C'est invraisemblable. C'est-à-dire qu'on a changé de culture. On a changé de monde, on a changé de représentation. Parce que, comme vous disiez, à l'époque, le non-travail n'était pas une solution. Mais à partir du moment où on a des revenus de substitution, on peut avoir une famille, on peut avoir une maison, on peut avoir une vie modeste, mais sans travailler. Et ça, c'est peut-être la plus grande révolution sociale qu'on a vécue. Le travail n'est plus la condition de l'existence. Et ça aussi, c'est une idéologie. Enfin, rappelez-vous, dans les années 80, il y avait des livres qui disaient la fin du travail, la fin de l'industrie, la fin de tout, quoi. Et enfin, voilà, on a vu ça. Je ne vous oublie pas du tout, mais vous avez publié dans le Figaro il y a peu de temps un article très frappant, à mon avis. Vous dites qu'il y a 6 millions de jeunes hommes qui sont en dehors. 3 millions. 3 millions. C'est déjà beaucoup. C'est beaucoup. 3 millions de. C'est pas moi qui dis, c'est l'OCDE. Y compris de différentes catégories sociales, tout milieu, qui sont hors du système. Oui. Et voilà, ça se relie à ce que vous venez de dire. C'est pour ça que je me permets d'interrompre les questions. Alors, c'est l'OCDE qui, dans une étude qu'elle a rendue publique il y a 2 ans, je crois, dit, en France, il y a 3 millions essentiellement des hommes, entre 15 ans et 34 ans, qui sont ni en études, ni en stage, ni en emploi. C'est-à-dire qu'ils sont hors de toute existence sociale, intégration. Alors, il y en a bien qu'on repère un peu, on sait qu'il y a 200 000 dealers, on sait qu'il y a 200 000 SDF, bon d'accord, ça fait 400 000, mais il en reste quand même 2,5 millions encore. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une masse considérable de jeunes hommes. Mais c'est un peu, si vous voulez, la conséquence. Alors là, je dirais, il y a une idéologie, l'idéologie de la société de loisirs, qui a été la face inversée de l'illusion de la fin du travail. Mais c'est pas seulement une illusion, puisque ces gens n'ont pas de travail. C'est la conséquence, bien sûr, du départ de l'industrie et de la fin de l'économie productive, et notamment paysanne, parce que c'est, encore une fois, dans la France de 1960, vous aviez 60% des hommes qui travaillaient dans l'agriculture ou dans l'industrie. Aujourd'hui, on est à 12% et demi pour les deux. Donc, il y a des catégories entières qui se sont retrouvées dépourvues d'utilité sociale et économique. Mais ça va plus loin que ça, quand vous réfléchissez. Et c'est là que je dis qu'il y a une idéologie du refus du travail, ou en tout cas, parce que au Japon, en Allemagne, ils ont une industrie très performante qui est robotisée. Nous, on a une industrie qui n'est pas très robotisée. Je crois qu'en Allemagne, il y a eu 5 ou 10 fois plus de robots que chez nous. Bon, plutôt 5, mais peu importe, ils en ont beaucoup plus. Ne parlons pas du Japon. Au Japon, il n'y a pas d'immigrés, ce sont des robots. Bon, nous, il y a des immigrés, mais ils ne travaillent pas dans l'industrie. Ben, c'est fini, ils ne travaillent plus dans l'industrie. Ils travaillent dans la restauration, etc. Donc, on a une industrie qui est peu robotisée, qui a perdu d'ailleurs beaucoup d'emplois,
Et où est-ce qu'ils sont nos robots? Alors, on est en train d'en installer dans les caisses des supermarchés. On en a installé sur les péages des autoroutes. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir des robots dans les secteurs qui sont totalement protégés de la concurrence internationale. Et ça veut dire qu'on n'a pas du tout la préoccupation de l'emploi. C'est-à-dire que les pouvoirs publics comme les investisseurs se fichent totalement de cette masse gigantesque qui est inemployée. Alors, ils s'en fichent pas totalement puisqu'ils leur donnent des indemnités qui leur permettent de vivre, de survivre, etc. Mais l'idée selon laquelle l'humain a besoin de travail, a besoin de la socialisation du travail pour vivre, pour connaître, avoir une vie sociale, une vie se reproduire, etc., échappe apparemment totalement à notre société très libérale et très individualiste. Et comme si ça ne suffisait pas d'avoir déménagé l'industrie, on détruit des secteurs d'emploi. Moi, je suis très frappé quand j'étais allé aux États-Unis de constater, par exemple, que quand vous allez dans un supermarché aux États-Unis, d'abord c'est des caissiers ou des caissières. Deuxièmement, qu'il y a un type qui vous met les courses dans le sac. Et troisièmement, un autre gars, un troisième, va vous les emmener dans le coffre de votre voiture. Vous voyez, je viens de passer un an en Tunisie, comme dans la majorité du monde, il y a des pompistes. Et les pompistes, ils vous mettent l'essence, comme quand on était petit. Tous ces emplois ont été automatisés et supprimés en France. Pourquoi? On peut pas dire que, vous voyez, à partir du moment où les taxes c'est 80% du prix de l'essence. L'État aurait pu dire, bon, je vous laisse 5% ou 10% pour avoir des pompistes. Non, ça n'intéresse pas. Il aurait pu dire, je vous interdis de mettre des caissières, des caisses automatiques dans les supermarchés ou sur les autoroutes, puisque ça permet d'avoir de l'emploi en plus décentralisé sur l'ensemble du territoire. Ça n'intéresse personne. Personne. Donc, est-ce que c'est pour faire des profits extraordinaires? Je pense pas que ça fasse des profits extraordinaires de remplacer une caissière par une caisse automatique. Peut-être un peu plus. Ça crée plus de difficultés sociales, ça c'est sûr. La caisse automatique ne proteste pas. Elle proteste pas. Mais les caissières, elles protestent pas beaucoup, je pense. Bon. Même que les ouvriers auxquels on confie notre production à l'autre bout du monde, ils protestent pas. C'est généralement sous des régimes politiques. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc là, et on entend en même temps jamais. Est-ce qu'on a entendu la CGT protester contre la suppression de la CGT ou n'importe quelle organisation politique ou syndicale? Est-ce qu'on n'entend jamais quelqu'un protester en France? Par exemple, quand on a privé les autoroutes, quand on a privatisé les autoroutes, la première chose qu'ont fait les compagnies c'est qu'elles ont transformé elles ont fait disparaître les guichets. Et ces 10 000 emplois supprimés, ces 10 000 emplois, ils étaient répartis sur la totalité du territoire. Vous voyez, c'est très étonnant comme insouciance complète des gens qui nous dirigent. C'est-à-dire que ça n'existe pas, en fait, cette dimension humaine-là n'existe pas. La rentabilité d'abord. Ouais, mais la rentabilité privée, oui, en l'occurrence. À court terme. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en face, personne ne réagit. C'est comme, on nous dit, mais oui, mais c'est normal, il faut des robots. Oui, mais les robots, il faut les avoir dans les usines. Il ne faut pas les avoir là où il y a des humains qui pourraient faire des choses. Vous voyez, par exemple, avant, dans toutes les communes, il y avait des cantonniers. Bon, pour moi, ce n'est pas un rêve d'avoir des cantonniers. Mais alors maintenant, on a des espèces de machines incroyables qui vont faire ce travail. Résultat, il y a 2 chômeurs dans chaque commune. Parce que ce boulot, il pourrait être fait. Il pourrait donner de la dignité à quelqu'un. Et ben cette question de la dignité de la personne humaine, parce qu'elle travaille, parce qu'elle est socialisée, parce qu'elle a une responsabilité, on s'en fiche. Et ben voilà, du coup, on préfère avoir un chômeur passif qui est un consommateur, hein, puisqu'il a un revenu, il a des dépenses, il va au supermarché, il joue au tiercé, il va au PMU, il joue au loto. Voilà, donc on se dit finalement, c'est une unité de consommation. Ça suffit bien. Bah, c'est quand même le degré zéro de la réflexion politique, me semble-t-il. Pierre-Henri, ensuite. Alors, on a beaucoup essentiellement parlé de décisions économiques, d'ailleurs, quand vous avez fait allusion au début de la conférence en 1983, on a tous pensé bien sûr à la même chose, mais ce sont aussi des dates qui sont concomitantes avec les premières lois de décentralisation. Et j'aurais voulu savoir si, de votre point de vue, toutes les réformes territoriales qu'on a connues depuis 1982, finalement,
ont eu une influence marginale ou centrale dans ce phénomène de l'organisation du territoire. Est-ce que ça a plutôt accompagné l'économie qui a fait enfin, comment dire, est-ce que c'est l'économie qui a modifié le territoire et la décentralisation n'est qu'une adaptation à la nouvelle donne finalement, ou est-ce que la décentralisation a vraiment permis aussi d'accentuer cette nouvelle distribution de la production économique? Moi, je crois que la réorganisation de l'économie, elle s'est faite totalement indépendamment des élus locaux et des acteurs locaux, si vous voulez. Quand vous regardez les petites villes, le massacre des petites villes, des petites communes dans la France du Nord, de l'Est et même de l'Ouest, parce que la Normandie, la Bretagne est un peu plus privilégiée, mais quand vous regardez la Normandie, vous regardez la Picardie, vous regardez la Lorraine, vous regardez Champagne-Ardenne, vous regardez la région de Besançon, vous regardez la Bourgogne, toutes les communes dans ces régions, les petites communes qui étaient, c'était un tissu industriel et agricole, parce que un très grand nombre de ces communes se sont transformées en soirée dans des villages du Far West qui sont abandonnés. C'est tragique d'ailleurs. C'est d'une tristesse désespérante. Alors, ils n'ont rien pu faire, les élus locaux. Ils n'ont rien pu faire. C'est parce que c'est un tsunami qui n'est pas décidé à leur échelle. Je veux dire, ils ont protesté et on leur a dit, c'est la mondialisation, c'est le sens de l'histoire, c'est le sens du progrès, on leur a raconté des histoires. Moi, personnellement, en tant qu'historien, le sens de l'histoire, c'est une notion religieuse. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de sens de l'histoire. Il n'y a que le sens qu'on donne. Alors, peut-être que Dieu donne un sens, mais aux âmes, je veux bien l'entendre, mais il ne donne pas un sens à la mondialisation et à la déterritorialisation ou à la désindustrialisation. Bon. Et donc, ça, si vous voulez, or, quand vous écoutez les médias, le progrès, c'est le sens de l'histoire, donc c'est bien. Et donc, à partir de là, ils n'ont eu aucun pouvoir. Et le seul pouvoir qu'ils ont eu, c'est de créer des emplois administratifs dans leurs services, et c'est pour ça que la fonction publique territoriale, elle a cru dans des proportions gigantesques. Vous savez, vous connaissez tous ces petits villages du Sud-Ouest où toute l'équipe de rugby a été transformée en salariés municipaux, etc., etc. Ils ont créé de l'emploi, ils ont créé des services culturels à tous les échelles, à tous les étages, ils ont créé des emplois sportifs, ils ont créé des emplois de jardiniers, donc, ils ont créé, c'est 1 million ou 1,5 million d'emplois dans les collectivités locales ont été créés depuis les lois de décentralisation pour garder les gens sur place. Et notamment dans les secteurs sociaux, parce que le plus important, c'est les secteurs sociaux. Donc, c'est la seule marche qu'ils ont eue, en fait, qui entre parenthèses, n'arrange pas forcément les choses, parce que ça augmente les impôts et ça accentue la tendance des industriels à partir ailleurs. Bon, mais on ne va pas leur jeter la pierre, c'était normal qu'ils veuillent essayer de garder des populations dignes et voilà. Et donc, si vous voulez, avant, il y avait une usine qui occupait des gens dans une petite ville, qui occupait des travailleurs, et autour d'elle, il y avait des commerces et il y avait des services divers. À partir du moment où vous supprimez l'usine, les gens les plus dynamiques, on parlait tout à l'heure des ingénieurs, des patrons, ils sont partis. Et puis les autres sont restés, enfin un certain nombre, parce que leur logement ne vaut pas cher, ils n'ont aucun intérêt à le vendre parce que sinon ils ne pourront pas aller ailleurs, parce qu'ailleurs ils connaissent personne, parce que l'immobilier dans les régions où il y a de l'emploi est de plus en plus cher et il n'est pas accessible. Et donc ils sont restés sur place et dans des communes en crise où l'économie de distribution, enfin l'économie, moi j'appelle ça l'économie sociale hors marché. Parce que les Allemands ont inventé l'économie sociale de marché. Nous, on a inventé l'économie sociale hors marché. Et c'est effectivement le tiers du PIB de la France, c'est la redistribution sociale. Donc, l'immense majorité aujourd'hui des retraités, des ouvriers, des chômeurs est répartie dans cette France périphérique. Et ce qui est très compliqué, c'est que je crois qu'il y a un facteur culturel aussi qui est très français, mais alors là, on ne peut pas en imputer la responsabilité aux élites, c'est-à-dire que on n'aime pas servir. Parce que, voilà, c'est toute une histoire liée justement à l'Ancien Régime, à la Révolution, à l'émancipation, à la promesse d'émancipation. Donc les Français, ils n'aiment pas servir, ils n'aiment pas être domestiques. C'est une évidence. Donc, cette bourgeoisie qui habite dans les grandes villes, qui est très nombreuse, elle a besoin de gens qui la servent. Elle a besoin, je le disais tout à l'heure, elle a besoin de domestiques.
qu'on n'appelle plus des domestiques. Elle a besoin de nounous, c'est mieux que de dire de domestiques. Elle a besoin de garde-malades. Elle a besoin de gens qui nettoient les Champs-Élysées à 4 heures du matin. Elle a besoin de gens qui vident les poubelles du McDo à 2 heures du matin. Bon, bah, ces gens-là, ce sont des immigrés qui viennent du tiers-monde. Ces gens-là, ils mettent leurs enfants à l'école en France. Et comme ils adoptent, et on ne va pas leur reprocher, la mentalité qui est inculquée par l'école et qui méprise ces emplois, bah, leurs enfants, évidemment, ne vont pas vouloir. Et il va falloir importer à nouveau des travailleurs. C'est pour ça qu'il y a un système. Enfin, l'immigration internationale, elle est intimement liée à la nouvelle organisation des métropoles et de la nécessité d'avoir en permanence un volet de travailleurs officiels ou non officiels, déclarés ou non déclarés, très peu payés, acceptant de vivre dans des conditions insalubres. Oui, sauf que leurs enfants ne vont pas accepter ça la fois d'après. Donc on va en importer d'autres. Et puis ceux-là, on va les envoyer dans la grande banlieue ou dans la France périphérique, et puis on va en prendre d'autres. Et là, il y a quand même un vice du système français, c'est que, alors c'est peut-être parce qu'effectivement, comme il est plus productif, ou c'est les choix on sous-paye tous ces métiers. Et l'État lui-même en abuse. J'avais appris avec stupéfaction il y a quelques années que il y avait des travaux sur une ligne de métro nocturne, et la RATP employait en masse des gens sans papier, la nuit, pour nettoyer bon, ça veut dire et l'hôpital, on sait très bien aussi que l'hôpital emploie des salariés. Donc, il y a une très très grande hypocrisie dans l'utilisation et le sous-paiement de la main-d'œuvre. Et du coup, on a une main-d'œuvre effectivement corvéable à merci. Mais comme ce n'est pas des Français, ils sont encore plus silencieux que les autres, ça va. Mais, enfin, vous voyez, ça tourne toujours autour du travail, de l'humain, de la rémunération du travail, juste du travail. On a un problème collectif, hein, parce que, bon, c'est pas Macron, on n'y est pour rien. C'est tous, la société accepte ça. Guillaume, une question du camarade Olivier. Vous insistez à juste titre sur la question de la production. L'Allemagne et l'Italie ont su conserver leur système de petites et moyennes entreprises qui irriguent bien leur territoire et qui fonctionnent de façon très décentralisée. Alors que la France a longtemps privilégié un système industriel fondé sur de grands groupes publics ou privés qui concentrent leurs fonctions stratégiques dans des métropoles et qui fonctionnent de façon très hiérarchisée. Si l'on veut véritablement réindustrialiser le pays en profondeur, n'est-ce pas ce modèle qu'il faudrait aussi remettre en cause? Mais parce que c'est une illusion de modèle. Notre modèle, c'était pas ça. Le modèle en France, c'était la petite usine. Je sais pas d'où est ce monsieur, mais moi qui ai connu l'Est de la France, j'ai passé 20 ans en Lorraine. En Picardie, dans le Nord-Pas-de-Calais, c'était la même chose. En Normandie, c'était la même chose. Là, j'en reprends ma liste, la Bourgogne, la Franche-Comté, le Lyonnais, toute la région de Lyon, toute la France de l'Est, quoi, finalement, hein, la fameuse ligne Le Havre-Marseille, qui était pertinente jusqu'aux années 60, c'est-à-dire la France industrielle du Nord, par opposition à la France rurale, administrative et coloniale du Sud, enfin, qui n'était pas coloniale, mais qui bénéficiait de l'expansion coloniale. Eh bien, cette économie du Nord, c'était une économie fondée sur l'industrie, et notamment la petite industrie. Et le drame en France, c'est que toutes ces petites industries ont fermé parce qu'elles n'étaient pas compétitives, parce qu'elles ont été rachetées, fermées, parce qu'elles ont été... vous savez qu'il y a un problème de transmission des activités en France industrielle. Hein. Donc, il y a énormément d'usines qui ont fermé au moment de la transmission, de l'héritage. Donc, aujourd'hui, on nous dit « Ah oui, on a des très grands groupes industriels et on a même les champions, parmi les champions du monde ou d'Europe, qu'on a d'ailleurs bradé par ailleurs, mais ça c'est un autre pour certains d'entre eux. Mais c'est parce qu'on a oublié l'existence de cette petite industrie qui était le cœur de l'industrie française jusqu'aux années... alors, c'est vrai que les années 60, ça a été les années des grands groupes, du gigantisme, après les nationalisations, de la libération, on a fabriqué des géants industriels, on a voulu le faire, mais ça n'existait pas jusqu'à la guerre. Et c'était encore un modèle minoritaire jusqu'aux années 60-70. Évidemment, maintenant que la majorité de ces petites usines ont fermé, il reste Michelin, Peugeot, mais c'est une illusion rétrospective. Et encore, entre-temps, l'industrie automobile a été sortie du territoire en grande partie. Mais bon, enfin, vous
voyez ce que je veux dire? Bon, on peut prendre Total, Shell, on peut prendre, enfin Total plutôt. Il y a quelques grands groupes, bien sûr, mais donc l'industrie du médicament, de la même manière, aujourd'hui, il reste 3 grands groupes, dont Sanofi, etc. Mais c'était une myriade, jusqu'aux années 80, c'était une myriade de petites usines autonomes qui fabriquaient du médicament. Pourtant, c'est une industrie de pointe. Vous voyez, c'est pas un truc, c'est pas le textile des Vosges des années 1890. C'est un truc moderne, technologique, et c'était des PME. Elle n'existe plus. Tout est parti en Chine. Donc on a eu ce modèle. C'est là qu'il y a une volonté. Parce que quand vous héritez finalement d'une entreprise, vous en faites quoi? Vous vous dites, où est-ce que je vais mettre mon capital? Est-ce que je continue à produire en modernisant, ou bien est-ce que je reprends mes billes et puis je vais l'investir dans une compagnie touristique, financière, hôtelière? C'est le choix qu'ont fait les Français. Les Italiens, et les Allemands, ils ont persisté dans la production. Voilà. Chers amis, on va arrêter cette réunion en remerciant Pierre Vermeuren d'avoir bien voulu répondre à toutes nos questions. J'espère que vous reviendrez nous voir avec votre prochain livre. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine avec Gérard de Cortanze, qui nous parlera de Louis XVI, le roi qui aimait la mer, le voyage de Louis XVI à Cherbourg. Et ensuite, je crois que nous recevons Jacques Sapir, justement pour parler de la démondialisation à partir du livre qu'il vient de republier sur le sujet. À très bientôt. Merci beaucoup.